Bonjour, je m'appelle Christina Varadi. Je suis documentaliste audiovisuel, c'est-à-dire que je travaille sur des documentaires à la recherche des archives et documents qui peuvent servir à monter un film. Mais j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé en faisant des stages de montage, puis je suis devenue documentaliste, puis je voulais faire de la réalisation. J'ai commencé par être auteur et par la suite j'ai eu la chance de pouvoir réaliser 2 fois. J'ai pas tenu dans la profession de réalisatrice, je me suis retrouvée ruinée sur la paille après chaque film. J'ai fait marche arrière, j'ai repris le métier de documentaliste. Je l'ai d'ailleurs fait beaucoup mieux après, parce que j'avais quelque part assouvi quelques fantasmes. Et ben voilà, j'ai fait entre, je sais pas, 80, 100 films. Voilà. Alors malheureusement, les films sur lesquels j'ai travaillé n'ont pas été présentés pour des prix. Enfin, oui, un film sur Marie Curie, mais qui a gagné un prix scientifique. Donc je ne pense pas que ce soit ma contribution qui soit à l'origine du prix, mais peut-être la rigueur et la séduction générale du film, voilà. Non, j'ai pas eu cette chance, mais ça n'existait pas tellement. Enfin, c'est assez récent qu'on donne des prix. En tout cas, pour des documentaires, c'est un genre qui devient reconnu. Je voudrais dire quelques mots à propos du documentaire, parce qu'il y a souvent des malentendus. Dans l'acception générale, le documentaire s'oppose à film de fiction. Donc, d'une part, il y a la fiction avec les longs métrages, les comédies, les films d'aventure, les blockbusters, et de l'autre côté, il y a le documentaire qui parle du réel, et la grande différence serait que dans l'un, il y a des acteurs, dans l'autre, il n'y a pas d'acteurs, il y a des témoins, etc. Mais en réalité, quand on est un technicien et quand on travaille, on fait le même métier. On fait le même métier parce qu'on travaille sur l'image et on fait des films. Et si un documentaire n'a pas un certain nombre de qualités, il n'est pas fait que pour informer, c'est pas un reportage, c'est pas un truc pédagogique, un documentaire, c'est une œuvre d'art. Et donc, si en tant que technicien, il faut savoir faire de la bonne image, il faut savoir monter, le rôle de la musique est important, et puis c'est un genre extraordinaire. Alors, il y a des gens qui parlent de documentaire ou qui prétendent faire du documentaire alors qu'ils font des choses qui sont du magazine, qui sont du reportage. Quand on est technicien et qu'on a besoin de travailler, on accepte parce qu'on a des moments creux et on va travailler sur un magazine, sur un documentaire. Bon, dit documentaire, mais moi, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté parce qu'il y a une urgence et que le documentaire nécessite de la réflexion, du temps, du recul. Ça se prépare. La préparation est très importante. Ça ne se fait pas au pied levé. Et quand on fait un documentaire, ce qui est magnifique, c'est qu'on le prépare, on rassemble, pour ma part, je rassemble la documentation, on fait des repérages, on rencontre beaucoup de monde, mais au final, le film ne va pas forcément ressembler à l'idée qu'on s'en faisait au départ, c'est-à-dire que le processus créatif est constant du début à la fin. Du début à la fin. On a un film en tête, on a un projet en tête, le tournage vous amène des surprises, la personne qu'on avait rencontrée et qui vous a raconté une histoire formidable n'a plus envie de parler, ou elle n'est plus là, le tournage qu'on voulait faire à tel endroit n'est pas possible, il faut constamment improviser, il faut trouver des idées. Et puis la grande aventure, c'est pendant le montage. Pendant le montage, moi, on fait appel à moi parce que tout d'un coup, il faut 2 nouvelles images, on donne une nouvelle direction au film, et pendant le film, on ne sait pas comment ça commence, comment ça va finir. C'est-à-dire, le processus créatif est constant du début à la fin. Et c'est ce qui est très stimulant quand on fait un documentaire. C'est-à-dire qu'on ne suit pas une feuille de route d'un storyboard déjà préparé avec un plan de travail qui ne va pas dévier du début à la fin.
ça dévie tout le temps, et puis il faut que ça retombe sur les pieds, quoi. C'est ça le documentaire, c'est formidable, non? J'ai pas su tout de suite que je voulais faire ce métier. Je faisais des études d'histoire et des études d'histoire de l'art, et je voulais travailler dans le spectacle. Et je pensais plus que je travaillerais dans le théâtre. Et puis, mais par contre, j'étais passionnée de cinéma, mais vraiment passionnée de cinéma. Et j'ai eu l'opportunité, il fallait que je travaille parce que je faisais des boulots qui n'étaient pas possibles pendant mes études. Et j'ai eu l'opportunité de faire des stages de montage de cinéma. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé ça passionnant. À l'époque où j'ai commencé, c'était du montage film, c'est-à-dire du 16 mm sur des atlas, du 35 mm sur des moviolas. La stagiaire était chargée de gérer le chutier, un truc qu'on n'imagine même pas maintenant, une espèce de bac avec des clous sur lequel on accrochait les petits bouts de film avec des petites notes au crayon blanc pour être sûr de les retrouver, et puis les numérotations sur les bords. Enfin, c'était lourd, lourd. C'était lourd de porter les boîtes aussi, de les ranger. Et ça m'a donné aussi une discipline de classement, de tout de suite savoir retrouver les choses, savoir où elles sont, etc. Et il se trouve que ces films-là, c'était des films documentaires historiques. Donc là, j'ai vu des archives filmées venant du monde entier pour le montage de ces films-là. J'ai trouvé ça mais passionnant. J'ai quand même continué mes stages de montage. À l'époque, pour avoir une carte, car à l'époque, pour être monteur, il fallait avoir une carte professionnelle, j'ai fait des stages de laboratoire. Alors, moi, je les ai faits dans les usines de Joinville-le-Pont. On apprenait tout sur la pellicule, le positif, le négatif, l'internégatif, les marrons, les machins. Bon. On regardait comment se faisait le développement. On apprenait aussi comment on pouvait restaurer certains films qui avaient des rayures. On assistait à l'enregistrement des comédiens, le mixage, l'étalonnage, très très important. Et donc toutes les étapes de fabrication du film, on devait en avoir une connaissance, même si on n'était pas dans la pratique, on devait savoir toujours comment un film se faisait, de A à Z. Je trouve ça vraiment dommage aujourd'hui que ça n'existe plus. Après, on est passé à la vidéo. Moi, déjà, j'avais quitté, j'ai commencé à travailler comme documentaliste. Et ensuite est arrivé le numérique. Et le numérique, ça a été génial. C'était absolument génial, ça a tout changé. Les Bétanum, le montage numérique sur des bancs de montage, c'est formidable, ça a tout changé. Donc j'y suis arrivée par hasard, mais tout de suite, j'ai été voir ma direction, je leur ai dit, écoutez, c'est formidable le montage, ce que j'ai appris, c'est essentiel, mais moi, le métier que je veux faire, c'est ce que fait René Jean, je veux aller chercher les images. J'ai fait des études d'histoire de l'art et d'histoire, et dans le cinéma, j'ai fait des stages de montage de films. Je voulais travailler comme documentaliste. C'était pas évident parce que commencer dans un métier, c'est pas évident. Je travaillais chez Pathé Cinéma. L'équipe dans laquelle je travaillais, je m'ennuyais, pour tout dire. Et à l'heure du déjeuner, je passais mon temps à la table voisine, à la cantine, où il y avait Marc Ferraud, qui est un historien magnifique, qui, à l'époque, préparait ses propres films là-bas. J'allais toujours manger à l'autre table, parce que Marc racontait, expliquait. Il était formidable. On parlait des films qu'on faisait, et il nous expliquait les contextes. Enfin, il élargissait vraiment notre champ de savoir, et puis il m'a pris en sympathie.
Et quand j'ai quitté le montage, il m'a trouvé un premier boulot qui était à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Et ce premier film n'était pas trop difficile à faire pour moi, parce que l'essentiel de la recherche, c'était de l'iconographie. C'était une histoire de l'enfance. Et donc, moi j'étais historienne d'art, donc aller chercher des reproductions et surtout savoir quels étaient les peintres qui avaient peint des enfants et comment on peignait les enfants au XVIIe siècle et comment l'image des enfants a évolué dans la peinture. Enfin, c'est un domaine que je connaissais, j'étais en terrain connu. Donc c'était assez facile de démarrer comme ça, parce qu'ensuite c'est très difficile. Il faut connaître les cinémathèques, il faut connaître leur fond. À l'époque, les choses n'étaient pas numérisées, donc il fallait se déplacer, aller chercher, aller visionner sur place. Donc ça met quelques années avant qu'on connaisse tous les centres d'archives, ça met quelques années avant qu'on commence à inventer des méthodes de recherche plus subtiles et plus fines. Alors, mon intervention dans un film, ça peut être, et ça doit être en amont. Plus c'est en amont, mieux c'est. Si on m'appelle en cours de montage à toute allure pour que je trouve un plan, c'est pas gagné du tout, hein, c'est trop difficile parce qu'on n'a pas le temps, etc. Il faut du temps. Donc, en général, je suis contactée le plus souvent par un réalisateur. Forcément, à force de travailler, on devient connu et on travaille plus ou moins avec les mêmes réalisateurs. Ou alors, je suis contactée par une production qui a vu mon nom sur le générique d'un film et qui pense que, ayant travaillé sur des sujets voisins, je suis apte à travailler sur le projet futur. Voilà. Donc je suis contactée. Alors, je rencontre le réalisateur, je lis le projet, et dans un premier temps, j'essaye d'évaluer ce qui existe par rapport à ce qui est écrit. Qu'est-ce qui existe? De quelle façon est-ce que je peux trouver des images qui vont entrer dans le sujet du film? Souvent d'ailleurs, je suis contactée même avant qu'on soit sûr que le film est monté. Parce que souvent, je suis contactée pour le développement. C'est-à-dire, avant que le producteur n'aille présenter son projet à une chaîne, il a besoin d'être sûr de la faisabilité de la chose. Je lance un projet sur les massacres d'Oran à la fin de la guerre d'Algérie, enfin, le jour de l'indépendance de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il y a comme archive? Il n'y a rien. Mais on peut faire. Ou alors, un autre exemple qu'on a eu, parler de la conférence d'Évian, conférence d'Évian de 1938, qui s'est déroulée en France sur les réfugiés, que Roosevelt avait demandé et qui s'est organisée en France, où il fallait statuer sur le rôle que pouvaient jouer les États pour accueillir ou non des réfugiés. Cette conférence, il y a 3 minutes qui ont été filmées. Comment on fait? Avec quoi et quelles images on va raconter ce film? Donc là, on travaille en amont. Alors on va développer les prémices de l'événement, on va développer les conséquences de l'événement. Là, on a de l'image. Voilà. Donc au moment du développement déjà, souvent on me demande une petite bafouille où je dis grosso modo, là-dessus ça va être très difficile, par contre on peut trouver ceci et cela, voilà. Mais évidemment, c'est très dur parce qu'on me demande souvent de vendre la peau de l'ours. Il faut le chasser, l'ours d'abord, hein, mais ça prend du temps. Voilà. J'ai contribué à la réalisation de beaucoup de films d'archives, tout en archives, des 90 minutes, tout en archives. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un producteur-réalisateur qui avait créé sa boîte pour pouvoir faire ça et qui m'a donné le temps qu'il fallait. Donc j'avais besoin au moins de 40-45 jours de travail. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur plusieurs mois, peut-être pas tous les jours du mois, mais de la semaine, mais j'ai travaillé sur plusieurs mois en amont. Aujourd'hui, malheureusement, le temps se rétrécit. On veut vous donner 20 jours ou 25 jours de travail sur un 90 minutes. Ça ne suffit pas. Alors qu'est-ce qui se passe? On fait tous la même chose. On vit sur les acédiques.
Les ascédiques sont devenus les nouveaux financeurs du documentaire. C'est un peu la même chose que je te dis, parce que j'ai travaillé sur des... Quand j'étais à Phare et Balises, il y a eu une époque où je travaillais à développer plein de projets. Tous n'ont pas abouti, mais on préparait des petits teasers de 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et on allait les présenter dans les festivals ou dans les marchés du film. Enfin, on avait quelque chose à montrer aux chaînes, c'était important, surtout dans le cas de coproduction. Les Américains voulaient voir quelque chose, les Anglo-Saxons aiment bien avoir un teaser. Ah, mais c'est effrayant. Enfin, je veux dire, je vois les jeunes qui commencent dans le métier, je les plains sincèrement parce que, je veux dire, il y a une méconnaissance du travail. Il y a un truc très concret. Quand vous avez un monteur, il est dans la salle. Il y a 4 semaines de montage de prévu. S'il en faut 5, on est obligé de louer la salle de montage et le monteur est là. Si on a besoin d'un caméraman, physiquement, il est là. Quand j'ai commencé à travailler comme documentaliste, j'allais travailler dans les boîtes, à l'intérieur. On me donnait un bureau, j'avais un ordinateur, j'avais une photocopieuse à disposition, le téléphone, je bossais de là-bas. Petit à petit, on s'est mis à avoir tous nos ordis et à travailler de la maison. Alors, il n'y a pas de contrôle. Moi, je peux montrer que sur ma boîte mail que je travaillais du matin au soir et même à des horaires pas possibles quand il faut téléphoner aux États-Unis ou dans les pays lointains. Mais dans le budget, il y a tant de jours de prévu, on ne peut pas faire mieux. C'est comme ça et on vous répond ça. C'est à prendre à laisser et on le fait. Et on le fait. J'ai été très demandée, enfin j'ai bien travaillé. Disons que ça a été après, j'ai eu un passage à vide très dur. Après le deuxième film que j'ai fait. Je me suis retrouvée au RMI. Ça a été, là j'ai bu la tasse, j'étais désespérée. Et à un moment donné, il a fallu que je remonte la pente et donc je me suis dit, ben, je vais retravailler comme documentaliste. Voilà. Et ça n'a pas été facile, y compris les gentils collègues. Il faudrait savoir, tu es réalisatrice ou tu es du genre, tu joues dans la cour des grands ou tu es avec nous? J'ai dit, écoutez, je suis comme vous, j'ai besoin de travailler, voilà. Donc j'ai recommencé à travailler et je pense que, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais vraiment c'est vrai, hein, j'ai mieux travaillé, j'ai travaillé beaucoup mieux après. Je voulais plus faire mon film, quoi. Quelque part, j'ai essayé vraiment de me mettre au service du cinéaste, du réalisateur, d'essayer de voir quel genre d'image lui il aime, quel genre de film il veut faire, c'est-à-dire d'affiner ma recherche dans le sens d'être vraiment en harmonie avec le désir et le rêve du réalisateur. Donc je me suis en fait surpassée en m'oubliant. J'ai envie de dire, vous savez, il n'y a pas des échecs et des réussites. Ces métiers du cinéma, c'est des métiers où il y a beaucoup d'affect. Et souvent, moi, je n'ai pas d'échec professionnel au sens où je peux dire que j'aurais échoué dans mon travail. Mais par contre, c'est compliqué parce qu'il y a des relations humaines. Et souvent, c'est à ce niveau-là que ça peut coincer. C'est-à-dire, il y a des tempéraments différents. Moi, je suis expansive, j'interviens, je suis spontanée, je dis ce que je pense. Il y a des réalisateurs qui peut-être n'aiment pas trop ça. Et il y a des gens qui préfèrent une personne très discrète et qui ne s'exprime pas, qui s'investit moins dans le film. Les problèmes qui surviennent dans ces métiers-là, c'est souvent des problèmes d'affect, de personnalité, qui s'entendent pas. Il y a aussi des atomes crochus. Il y a des gens qu'on sent tout de suite et avec qui on sent qu'on va bien travailler, puis il y en a où... Alors, moi, je crois qu'il faut... Le conseil... enfin, le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'était lâche prise. Hein.
Oh là là, je vais me faire taper dessus, mais moi je dis en rigolant, hein, quand je rencontre des jeunes filles, oh, c'est passionnant le métier que vous faites. Je dis, écoute, tu te maries, tu épouses un type qui a plein de sous, et après tu fais ça. Pour ta culture générale, c'est fantastique. Tu es étudiante jusqu'à la fin de ta vie, tu apprends des choses, et puis tu restes 6 mois sans travailler, mais c'est pas grave. Je pense que l'erreur, c'est que je vois le plus souvent aujourd'hui, c'est comment on dit ça? Tu sais, mais c'est pareil pour aussi les autres métiers du cinéma. Hein. Croire que parce qu'on maîtrise un final cut, on est monteur. Non, 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 c'est un apprentissage. Aujourd'hui, tout le monde fait des selfies, ben, c'est pas des belles images, hein, voilà. Euh, et dans notre métier, c'est croire que parce que j'ai Internet et que les images sont sur Internet, j'étais à une réunion de monteurs, les monteurs associés. On avait fait une réunion entre mon association professionnelle qui s'appelle PIAF et l'association Les Monteurs Associés. Je crois que c'était l'été dernier. Et on a échangé comme ça nos expériences. Et un monteur a levé la main en disant « Mais pourquoi on a besoin de vous moi, je ne sais pas. Moi, quand je monte un film et que le réalisateur me demande une image, je vais sur Internet et puis je trouve. » Je lui dis « Mais non. D'abord, il y a un aspect du métier, la troisième partie du métier, qui est la gestion des droits. Et là, on ne peut pas prendre des images comme ça. Elles appartiennent à quelqu'un. D'autre part, sur Internet, elles sont d'une qualité dégueulasse. Donc, nous, on a besoin de remonter à la source de l'image, film, à la source de l'image photo, d'avoir clarifié les droits, si c'est des photos signées par un photographe, d'avoir clarifié les droits auprès des agences, voilà, ensuite on négocie les droits. Enfin, il y a une partie juridique hein, dans notre métier. Et donc, le côté de « Oh, mais je vais sur Internet et puis je trouve tout, je ne vois pas où est la difficulté ». Tu ne comprends rien au métier si tu crois ça. Et je veux dire, je trouve que la formation n'est pas bien faite à ce niveau-là. C'est-à-dire, je viens d'avoir une expérience, un film sur lequel j'étais censée travailler, donc je me disais chic, je me disais, bon, ils vont me donner 25 jours. Ils ne m'ont pas donné 25 jours, ils m'ont donné 5 jours. Parce que la recherche était faite par des personnes en interne. Alors, une des deux sait bien travailler sur les documents de l'INA, parce que bon, c'est assez facile d'accès, et l'autre était plus ou moins débutante. Et je vois bien qu'ils ne savaient pas travailler. Alors, moi, c'était pour m'appeler pour les difficultés, 5 jours. J'ai fait bien plus que les 5 jours, et après, j'ai fait la grève. J'ai dit, ou je suis payée, ou je ne travaille pas. Voilà, basta. Et il n'y a pas que les cinémathèques, il faut aller parfois chercher dans des archives, je ne sais pas, départementales. Parfois, j'ai fait des films où on a travaillé avec les archives amateurs. Il faut avoir beaucoup d'idées, il faut connaître beaucoup de choses et ça ne s'apprend pas. Je veux dire, on commence à travailler, on fait des choses, on s'améliore. En fait, c'est un métier, on s'améliore constamment. On s'améliore constamment. Et voilà, on devient meilleur, mais on ne peut pas avoir la science infuse. Pourquoi ce métier devient difficile également? À cause des pratiques de certains réalisateurs, et même des réalisateurs chevronnés osent faire ça. C'est-à-dire, au lieu de vous demander « je fais un film sur tel sujet, il me faut les images de Mitterrand, quand il a parlé de ceci, j'ai besoin des images de tel pays, de telle conférence, bref. Ils vont sur Internet, ils piquent des images sur Internet, ou alors ils achètent des DVD, ils recopient des plans à partir des DVD, et ensuite ils vous demandent de les retrouver. C'est impossible. C'est impossible, c'est rechercher des aiguilles dans des bottes de foin. C'est-à-dire, il faut détricoter un truc, parce que le plan qu'ils vous demandent, le petit bout qu'ils ont choisi, c'est 3 plans qui viennent de 3 sources. Alors parfois, je peux arriver à le retrouver, mais c'est des méthodes épouvantables.
c'est des méthodes de travail absolument à bannir, et pour l'efficacité de la recherche, et pour la rigueur du métier, et pour la gestion des droits. On amorce les négociations sur les images, c'est-à-dire que, évidemment, on est connu, hein, donc on va dans différentes sources d'archives, et quand le film est terminé, on se rend compte qu'on en a beaucoup chez une telle, un peu moins ici, moins d'1 minute là, donc en général les archives s'achètent 1 minute minimum, donc il faut trouver des arrangements, et on a un budget. C'est-à-dire que la directrice de prod ou le directeur de production a prévu un budget archive. Et parfois, quand le montage est terminé et que nous sommes en train de préparer la conformation du film, on s'aperçoit que les archives explosent le budget. Donc, il y a plusieurs solutions. On essaye d'en baisser le coût, ou alors on essaie de substituer d'autres images à celles qui sont trop chères, parce qu'il y en a qui sont inaccessibles. Par exemple, à une époque, j'ai travaillé sur des films, une série formidable qui s'appelait USA, URSS, c'est vieux ce que je vous raconte, mais l'exemple est important parce qu'à l'époque, ce film-là qui comparait l'histoire des États-Unis et l'histoire de l'Union soviétique, une histoire parallèle entre les deux grandes puissances, était illustré également par des archives, mais également avec des extraits de longs métrages. C'est-à-dire qu'on cherchait à montrer en fait l'image idéalisée que se faisait chacun de soi-même et l'image positive ou négative qui se faisait de l'autre. Donc on a utilisé énormément d'extraits de longs métrages. Impossible à faire aujourd'hui. Acheter un extrait de long métrage, c'est rédhibitoire. On ne peut plus faire un documentaire avec la citation d'un long métrage, on ne peut plus assumer. Et puis, il y a un autre problème avec les droits, c'est tout à fait regrettable, mais voilà, il y a des tentatives pour en sortir, mais voilà. Si le film est acheté par Arte ou par France 3, etc., ils vont demander les droits pour 5 ans, ou pour 1 année, ou pour 4 ans, etc. Après, le documentaire, il est mort. On ne peut plus le diffuser. Dès qu'il a des archives, eh bien, il ne peut plus. Il est mort. C'est quelque chose de désolant. Je connais qu'une boîte qui a régulièrement acheté à perpétuité les archives. C'est la boîte qui faisait enfin, les films de Mont-Saint-Jean, les films sur la musique, tu sais, La Calas, etc. Des films magnifiques qu'ils ont fait, mais ils ont mis les moyens. Et un documentaire, c'est comme un livre. Quand il y a le DVD, on est heureux de l'avoir dans sa bibliothèque, c'est une référence. Bien sûr, un documentaire vieillit, hein, comme tous les films. Il peut vieillir, mais il peut vieillir très très bien. Et il peut être un objet de référence 25 ans après. Et donc, sous le prétexte que les droits sont échus, hop, on ne peut plus le diffuser. C'est affreux. Dans la vie, hein, il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire autrement et qui ne sont pas passées comme je voulais. Non, j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets. Non, c'est bien de découvrir au fur et à mesure. Hein. Ben, les réalisateurs, j'ai répondu. S'il vous plaît, ne piquez pas des images dans les DVD, ne piquez pas les images des films de vos collègues. Je vous en prie, ne faites pas ça. Utilisez-nous intelligemment. Discutez avec nous. Ben, les chaînes, ça ne sert à rien. Il faut comprendre une chose, c'est que... oui, voilà. En fait, je vais répondre à la question à laquelle je n'arrivais pas à répondre tout à l'heure. J'ai vécu quand même dans une très grande illusion pendant quelques années. J'ai cru que la télévision pouvait être un champ d'expérimentation. J'ai cru que des idées nouvelles, qu'une approche nouvelle avait des chances de pouvoir être produite et être diffusée sur une télé.
Non. La télévision est ce qu'il y a de plus conformiste au monde. Ils veulent ce qui a déjà marché ailleurs. Quand un film marche, ils le veulent en 4 exemplaires. Ils veulent un documentaire qui ressemble au documentaire précédent. Ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent comme ça. Ils ont des cases, donc il faut remplir les cases. Je ne sais pas, j'ai eu des grands... Là, c'est ma grande désillusion. Je leur souhaite d'y arriver, quoi. Moi, je n'ai pas des conseils à leur donner, moi, j'ai que des vœux de réussite à leur donner. Ça, c'est l'aléa de ce métier, c'est l'aléa de ces métiers. Tu sais, est-ce que c'est des réseaux? Je pense qu'il faut à un moment donné être conscient qu'on appartient à une corporation. Il ne faut pas se la jouer solo, quoi. Je veux dire, qu'un producteur a des problèmes, ça veut dire que celui d'à côté a très probablement les mêmes, etc. Donc il faut s'unir, hein. Il faut s'unir, il faut beaucoup discuter, il faut rencontrer des gens. Tu vois, je fais partie d'une association qui s'appelle PIAF. Cette association réunit à la fois des sources d'archives, Gaumont, Pathé Gaumont, toutes l'INA, toutes les cinémathèques, Archives Film, etc., l'Obster, etc. Donc, toutes les sociétés qui conservent et qui commercialisent les archives et les documentalistes. Et on échange très souvent. Eh bien, depuis que cette association existe, nous communiquons. C'est-à-dire que nous communiquons avec nos sources d'archives quand nous avons des problèmes, nous communiquons entre documentalistes et pas simplement sur le... nous avons dépassé la simple rivalité. Il faut dépasser la rivalité professionnelle. Il faut de temps en temps se réunir pour parler des problèmes que la profession rencontre à tous les niveaux, à toutes les échelles de la production, et il faut échanger. Je vais te raconter le tout premier film, parce que j'ai commencé à écrire, j'ai écrit plein de projets, hein, aucun n'a vu le jour. Voilà. À un moment donné, je me suis dit, je me suicide ou bien je vis. Hein? Eh ben, je vais être un peu heureuse dans ma vie, je mets un mouchoir, c'est fini, hop. Bon. Et à quoi je me heurtais? J'écris le tout premier truc que j'ai écrit, tout premier, c'est pas le meilleur que j'ai écrit, mais le tout premier que j'ai écrit, je faisais beaucoup de danse. J'avais fait beaucoup de danse dans ma vie. Et j'avais imaginé 4 films, ça se serait appelé Pour la danse, et les 4 films auraient parlé de la danse, mais d'une manière nouvelle. Vous savez, par exemple, il y avait une émission, c'était le corps. Le corps des danseurs, par exemple, le corps de la danseuse classique, ce n'est pas le même que le corps de la danseuse indienne, encore qu'il y a des similitudes, que le corps du danseur africain, que le corps... Il y avait une autre émission où ça parlait de la danse en spectacle, c'est-à-dire comment la scène, comment avant les gens dansaient entre eux, dans les campagnes, dans les petits... et puis il y a eu l'invention du ballet. Mais dès qu'on a inventé la scène, ça a modifié les mouvements. Enfin bref, il y avait des danseurs contemporains, des danseurs folkloriques, j'avais rempli tous les gens qui dansaient, je les mettais ensemble. Et je prenais des bouts de spectacle. Impossible de faire ce truc-là, parce que la télé, elle avait des cases. Alors, il y avait la case spectacle, et puis il y avait la case machin, puis il y avait la case sociologie, puis il y avait la case documentaire, truc. Et moi, je mélangeais tout. Impossible. Il ne faut pas s'obstiner à avoir des idées qui ne sont pas dans le temps. Or, quelques années après que j'ai écrit ça, sort une revue pour la danse. Je me dis, merde, ben, j'aurais dû penser à faire une revue au lieu de faire de la télévision. Il y a des modes, il y a des sujets qui sont à la mode, alors tout le monde, tu vois, ce que je trouve, moi, qui me fait pleurer, ça a commencé en 80, ce truc-là. Dès 81, ça a commencé, je l'ai vu venir, c'est l'anniversaire. Les 50 ans de la mort de machin, les 20 ans de la mort de Trucmuche,
les 20 ans de la chute du mur de Berlin, de Martin Luther King, purée, mais ils n'ont pas d'autres idées que de faire des commémorations, mais c'est épouvantable. Alors évidemment, on fait d'avance, c'est comme avec les nécros qui sont toutes prêtes. Ah, dans 2 ans, ce sera les 30 ans de je ne sais pas quoi, et hop, tout le monde se met à travailler en concurrence sur les mêmes sujets. C'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. Quand on est documentaliste de cinéma, eh ben, malheureusement, dans les films historiques, on doit traiter les 2 guerres mondiales. Et moi, je me suis retrouvée avec les nazis, la Shoah, la collaboration, Pétain, la Shoah, Bibi. Et moi, les nazis, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. C'est même pire que ça. J'ai des cousins en Allemagne, je ne supporte plus d'entendre parler l'allemand. L'intermittence, c'est très dur à vivre. C'est très très dur à vivre. En même temps, ça correspondait à mon tempérament, parce que moi, l'idée de m'engager pour plus de 6 mois sur quelque chose, c'est terrible. Donc j'aimais beaucoup l'idée de tout le temps changer, mais c'est très dur à vivre. Oui, d'abord, quand on a un réalisateur qui est content, quand on a un public qui est content, quand le film est beau, quand on a ses pairs et ses collègues qui vous disent « Oh, il est formidable, où est-ce que tu as trouvé ces images ?» Quand un historien que vous considérez comme votre papa spirituel vient vous dire « Ah, ma cocotte, là, bravo, t'as fait fort », t'es heureux. Quand tu as trouvé quelque chose, eh bien, il y a du hasard, c'est pas forcément le mérite, hein, c'est quand tu trouves quelque chose d'exceptionnel. Modeste quand je me considère et fière quand je me compare, ou c'est fière quand je me considère et modeste quand je me compare? Je ne sais pas. De plus fière, je suis heureuse d'avoir contribué et avoir travaillé sur certains films formidables. Vraiment, il y en a certains, je les trouve formidables. Je suis contente d'avoir été dans cette aventure, vraiment. Avant de venir à cette interview, j'ai réfléchi aux documentaires qui m'ont le plus marqué. Et parce que tu m'as demandé quels étaient dans ta liste de questions, il y avait quels étaient les documentaires qui m'avaient marqué à mes débuts. À mes débuts, ce n'est pas les documentaires qui m'inspiraient, c'était le cinéma. C'était vraiment le cinéma, que le cinéma. Mais alors, si je parle de ces dernières années, Sugarman, c'est le bijou. C'est le plus beau documentaire que j'ai vu de ma vie. C'est extraordinaire. C'est l'intelligence avec laquelle ce réalisateur qui découvre ce sujet, qui le montre, qui ensuite fait participer, donne au spectateur l'illusion que lui aussi est en train de chercher cet homme, et tout ça pour aboutir à cette petite image dans la neige avec la petite fenêtre qui s'ouvre. C'est bouleversant. Et voilà. Et il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé, cet homme magnifique, qui a fait ce chef-d'œuvre magnifique? Comme quoi, tu vois, la réussite. Il y a d'autres choses dans la vie. Dans ces métiers, il faut être fair-play. Il faut accepter de perdre, il faut accepter de gagner, il faut accepter que parfois ça ne marche pas, que ce n'était pas le moment. Mais c'est comme avec l'amour, ce n'était pas le moment, ce n'était pas le bon, c'était pas le... Ben voilà, dans une autre vie. Défendez vos métiers, soyez rigoureux. Pas de laisser aller, pas de à moitié, pas de... L'excellence. Il faut défendre l'excellence dans chacun de ces métiers. Et pour l'excellence, ça veut dire apprentissage. Et accepter que c'est comme dans tous les arts, on les apprend, on perfectionne, on devient meilleur. Oui, cette humilité-là,